Le projet téléphérique a fait la une des journaux quelques semaines avant la fin de l'année 2021. Un projet qui coûte 152 millions d'euros, dont le but officiellement d'améliorer la mobilité et la circulation dans la capitale, en essayant de réduire les embouteillages. Les membres de la société civile et des partis politiques, ainsi que des simples citoyens, ont pourtant vertement critiqué cette initiative. La réalisation d'un tel projet n'est pas une priorité, vu la situation traversée par le pays actuellement. 80% des Malagasy vivent sous le seuil de pauvreté, alors que le président Andry Rajoelina insiste sur un projet qui ne concerne pas la majorité de la population. Le 14 décembre 2021, le sénateur français Pierre Laurent a ainsi adressé une lettre au ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, sur la nécessité d'une révision de financement pour le projet de transport en câble à Tana. Il lui demande comment a été validé le coût de projet en l'absence de mise en concurrence et quelles seraient les modalités de gestion de ce téléphérique. Il lui demande par conséquent ce qu'il compte faire en cas d'un abandon de ce projet et en concertation avec tous les acteurs concernés, de consacrer les moyens prévus à un projet permettant de répondre aux besoins urgents de la population malagasy. En outre, un journaliste français a aussi critiqué le gouvernement malagasy dans son reportage d'investigation sur le sujet. Au moins 13 scandales gravitent autour de ce projet aussi indécent qu'inutile. Scandale numéro 1. À l'heure où la famine tue dans le sud de Madagascar, dépenser autant d'argent est une insulte pour le million de personnes qui y sont victimes d'insécurité alimentaire aiguë. Scandale numéro 2. Le téléphérique consommera une importante quantité d'énergie. Alors que les habitants de la capitale Antananarivo souffrent déjà au quotidien des problèmes chroniques de délestage dus à l'insuffisance du réseau existant. Scandale numéro 3. Le tracé du téléphérique présidentiel ne dessert que les quartiers huppés d'Antananarivo. Il passe notamment à Ambatoubé, où se situe la résidence privée de Rajoel. Les zones populaires ne figurent pas sur l'itinéraire des deux lignes. Scandale numéro 4. C'est la population malgache qui supportera le remboursement de ce prêt de 152 millions d'euros, plus les intérêts, sur 2 décennies au moins. Scandale numéro 5. La population malgache est doublement pénalisée car en plus du remboursement du prêt, elle devra aussi payer le prix fort pour pouvoir jouir du transport par câble. Scandale numéro 6. Le projet, qui n'a jamais fait l'objet d'aucun appel à concurrence, profitera une fois de plus à la société française Colas, qui depuis l'accession de Rajoel au pouvoir, a déjà bénéficié de plusieurs autres chantiers inutiles et budgétivores. C'est notamment le cas de la construction d'un ignoble colisée romain en béton dans la cour du palais de la reine à Antananarivo. Scandale numéro 7. Ce lieu hautement sacré qu'est le Rouf d'Antananarivo sera doublement profané avec l'installation d'une gare du téléphérique à proximité du palais de la reine. Son inscription au titre de patrimoine mondial de l'UNESCO est de plus en plus compromise en raison du caprice présidentiel. Scandale numéro 8. Le projet profitera en deuxième lieu après Colas, à la société Poma qui accumule les problèmes techniques ces dernières années et qui est peu sollicitée par les collectivités françaises. Scandale numéro 9. Une troisième société française sera aussi complice de ce projet au relent colonialiste. Il s'agit de Transdev qui en assurera la gestion. Scandale numéro 10. Le coût de construction d'un kilomètre de route est estimé entre 250 000 et 750 000 euros à Madagascar. Avec 152 millions d'euros, on peut construire entre 200 et 600 km de nouvelles routes pour désenclaver les lieux de production dans les 4 coins de la grande île. Scandale numéro 11. En plus du Kéré qui sévit dans le sud, c'est toute la population qui a faim à Madagascar, notamment suite à la crise sanitaire liée au Covid-19. L'inflation galopante n'est pas maîtrisée. Les pertes d'emplois se comptent par millions. Les sociétés emblématiques comme Air Madagascar sont à l'agonie. Scandale numéro 12. Bien d'autres besoins primaires de la population ne sont pas assurés par le régime Rajoel, pour ne citer que la sécurité ou l'éducation. Scandale numéro 13. La procédure législative liée au vote de la loi autorisant le prêt de 152 millions d'euros n'a pas été respectée selon les révélations de quelques députés malgaches de l'opposition. Idem pour les autres enquêtes environnementales et autres consultations publiques qui ont été réalisées dans la précipitation en moins de 3 mois. Les Malgaches et les contribuables français attendent de pied ferme les réponses de Bercy et de l'Élysée. Au vu de ces pratiques douteuses et indécentes de son homologue malgache, le président Emmanuel Macron prendra-t-il le risque de se rendre complice des dérives dictatoriales de Rajoel ?
Ce projet est donc réalisé dans l'intérêt de quelques personnes. La population malagasy attend plutôt des solutions concrètes aux problèmes qu'elle rencontre quotidiennement, pour ne citer que l'inflation galopante qui mine le pouvoir d'achat des ménages, les problèmes de l'insécurité, les coupures d'eau et les délestages quotidiens. La capitale a été marquée par la coupure d'eau et la coupure d'électricité pendant la période de fête et plus particulièrement le jour de Noël. Sur les réseaux sociaux, les internautes demandent la démission du ministre de l'Énergie. Surtout que la panne d'électricité a touché également les hôpitaux, ce qui a entraîné le décès de quelques malades de la Covid-19, en sachant que la panne a des conséquences fatales pour ces malades, dont la survie dépendait des extracteurs d'oxygène. Pour le moment, le gouvernement ne donne pourtant aucune impression de mobilisation pour trouver une solution durable au problème de la Jirama. On a eu encore des problèmes depuis que ce sont les consommateurs eux-mêmes qui procèdent à l'auto-relevé du compteur. Auparavant, notre facture se situe entre 80 000 ariars, alors que maintenant, elle atteint 400 000 ariars. On se pose la question d'où viennent cet écart. Si on demande des explications auprès des responsables de la Jirama, on n'obtient jamais des réponses satisfaisantes et on n'a aucune chance d'avoir gain de cause. Selon encore leur explication, ils ont essayé de s'opposer au concept de la deuxième et troisième tranche, qui est souvent à l'origine de la hausse des factures des consommateurs. Mais les supérieurs n'ont jamais prêté attention à cette demande des abonnés. La Jirama doit prendre en considération les réalités actuelles. La coupure a duré des heures. On parle d'une fête de transformateur, alors que personne ne s'en occupe. Nos appareils sont cramés par l'instabilité de l'électricité. Les abonnés continuent de subir les conséquences d'une mauvaise gestion qui perdure. Tout le monde est au courant des détournements de grandes sommes que vous avez effectués. Si la Banque mondiale demande à être remboursée, c'est qu'il y a une raison valable. Les autorités doivent assumer et présenter les rapports d'audit concernant la Jirama. Rappelons que le président Andratsouel a toujours mis l'accent sur son vélin numéro 2, portant sur l'énergie et l'eau pour tous. Le but est d'offrir une électricité moins chère, électrifiée et raccordée tout Madagascar et apporter de l'eau potable à tous. Des paroles en l'air jusqu'à présent. Les défenseurs des droits des consommateurs au sein du PMH ont annoncé le 29 décembre que les activités qu'ils ont organisées se poursuivront malgré l'obstruction faite par les forces de l'ordre le 10 décembre dernier sur la place du 13 mai. Le PMH a annoncé qu'il a demandé une rencontre en tête-à-tête avec le président de la République, Andratsouel, le chef de l'opposition, Marc Ravalman, et le groupe Panorama présidé par le député Roland Ratsirak, mais aussi les dirigeants du FFKM. La lutte contre la hausse du taux d'inflation ne s'arrêtera que lorsque des solutions à long terme seront mises en œuvre, d'après le président du PMH, Anjavoul Khazafnjalamb. Il a insisté sur le fait que les activités organisées par le PMH n'ont pas de lien avec la situation politique dans le pays. Ce sont des revendications purement sociales pour le bien des consommateurs malgaches. On va demander une rencontre avec toutes les forces vives de la nation, à commencer par Monsieur le Président de la République, Andratsouel, Monsieur le chef de l'opposition, Marc Ravalman, et le groupe Panorama, présidé par le député Roland Ratsirak. Et le plus important, c'est la rencontre avec les leaders de FFKM. On va organiser cette rencontre pour rappeler que ce sont les consommateurs malgaches qui subissent les conséquences des hausses du prix actuellement. On veut que des solutions à long terme soient mises en place pour lutter contre cette inflation et pour augmenter le pouvoir d'achat des malgaches. Nous demandons aussi l'augmentation des salaires pour les fonctionnaires et pour les travailleurs du secteur privé. Les défenseurs des droits des consommateurs au sein du PMH ont déjà déposé des rapports sur la hausse du taux d'inflation à Madagascar au siège de l'ONU de l'Union européenne au début du mois de décembre. Selon les statistiques de l'Instat du mois de novembre 2021, le taux d'inflation a été de 6,3%,
Le prix du riz a connu une hausse de 7,7% et les prix des PPN jusqu'à 8,5%. Au cours d'une intervention dans le quartier d'Akourjan, un chef Fouktan a été tabassé par des gendarmes la matinée du 29 décembre 2021. Selon ses explications, victime d'un litige foncier, il est venu voir la situation sur un terrain où l'ancien bureau du Fouktan a été construit. Les éléments des forces de l'ordre l'ont tout de suite violenté. Les équipements utilisés pendant les dernières élections sont stockés dans ce bureau, ainsi que des dossiers confidentiels. Je suis donc venu pour récupérer mes affaires. Soudainement, j'ai subi des coups de la part de 4 gendarmes. Actuellement, comme vous pouvez le voir, je suis traumatisé et faible après les actes de violence. Selon des témoins oculaires, la violence des gendarmes pouvait être interprétée comme un acte de violation des droits de l'homme et ils réclament justice vis-à-vis de ces gendarmes, comme le cas d'un policier lors d'un vol d'une volaille à Maaz. Les autorités devraient intervenir sur cette situation, selon encore les témoins. Notons que les agressions perpétrées par des membres des forces de l'ordre ont été de plus en plus fréquentes ces derniers temps. La violence est pourtant punie par la loi et une loi contre la torture existe à Madagascar. Les dernières semaines ont été ainsi marquées par des démonstrations de force de la part des hommes en uniforme, comme lors des manifestations de l'Association des consommateurs sur la place du 13 mai, la célébration de l'anniversaire de l'ancien président Marc Ravalman à Touliage, rappelant de surcroît qu'à la suite de l'événement de Touliage, un leader de l'opposition a été assassiné le 22 décembre 2021. Il s'agissait de l'époux de la vice-présidente du team à Touliage. L'ancien président de la République et actuel chef de l'opposition Marc Ravalman a lancé un appel en vue d'une enquête impartiale. L'Agence portuaire maritime et fluviale, ou APMF, a donné le bilan final et officiel concernant l'accident maritime qui s'est produit à Soanirani-Vung le 20 décembre 2021. Selon le directeur de cette agence, 138 passagers étaient à bord du bateau MS Francia 3, dont 50 ont survécu à l'accident, 85 passagers ont été décédés et 3 personnes sont portées disparues. Rappelons que le bateau MS Francia 3 est destiné à transporter seulement des marchandises. Il n'a donc pas l'autorisation de transporter des passagers. Oui, comme dit tout à l'heure le directeur général au niveau de la direction générale de la PMF, d'abord le navire en question part, donc c'est un navire qui n'est pas autorisé avec lui les passagers. Donc c'est un navire qui n'est pas parti du port de partance. En fait, c'est ce qu'a dit tout à l'heure. La PMF donc met en place ces agents. Effectivement, il y en a encore qui ne sont encore en carence. Il y a des agents qui devraient être placés sur ces lieux. Mais effectivement, pour ce cas-ci, le navire en question, c'est pas vraiment dans l'espace de la vérification de la PMF. Vous savez que Madagascar, c'est une île, c'est une très grande côte. On ne peut pas tout vérifier sur tous les côtes de Madagascar. Comme j'ai dit tout à l'heure, le bateau en question, c'est pas dans le port de partance. Il part donc dans un endroit qu'il n'y a pas d'agent qui fait le contrôle. Tout d'abord, je tiens à rappeler que certes, il y avait des demandes que lorsque je suis arrivé en poste, je n'ai jamais vu de ces demandes-là, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des demandes pour
renforcer la présence des agents de la PMF au niveau de la côte Est depuis 2014. Pour ce cas précis, il est à noter que c'est le navire qui a sciemment n'est pas se présenter au port de Mananar, qui est le port officiel d'embarquement et de partance. Il a sciemment parti de ce port-là et s'est mis clandestinement au niveau d'Atanambé pour embarquer clandestinement les passagers. Donc il est très clair ici que la responsabilité pèse sur le capitaine du navire et l'armateur du navire du fait de ces deux grandes infractions de la part de la législation. La législation ne définit pas exactement combien de personnes doivent être dans une représentation. En fait, c'est par rapport au nombre de navires qui doit être administré dans cette localité-là que le nombre de personnel est taillé sur mesure. Depuis cet incident, les contrôles maritimes du côté de Mananar, Soneranivung, Sainte-Marie et Marouantsetch devront strictement passer par un manifold. Selon encore le directeur de la PMF, ce naufrage est l'incident maritime le plus mortel après le cas du bateau Elisabeth II. De tels accidents peuvent être évités si les autorités maritimes de Madagascar sont suffisamment strictes. On note cependant un certain laisser-aller. À cet effet, divers scandales ont été notés au cours des derniers temps dans le milieu du transport dans le pays. Après le trafic de 73,5 kg de lingots d'or l'année dernière, voici donc à nouveau 49 kg d'or de Madagascar saisis aux Comores. Ce sont les mêmes gros bonnets qui sont dans le coup, selon France Info. Le politicien James Ratim a apporté son point de vue sur ce sujet. Ces lingots d'or étaient donc invisibles lors du contrôle à l'aéroport d'Ivat. Pour qu'ils parviennent aux Comores avant d'être interceptés, il n'est pas exclu que des membres de forces de l'ordre et des représentants des autorités soient impliqués. Malgré les difficultés et la mauvaise gouvernance, les dirigeants essaient par tous les moyens de s'accrocher. La situation sanitaire liée au Covid-19 s'aggrave sur la Grande Île. Madagascar a dépassé la barre des 1000 décès officiels liés au coronavirus en un peu plus d'un an et demi d'épidémie, avec les 31 personnes qui ont succombé entre le 18 et le 24 décembre. 1027 décès sont recensés depuis le début de l'épidémie, entre mars 2020 et décembre 2021. 2651 nouveaux cas ont été confirmés en une semaine. Analamang reste toujours la région la plus touchée, avec 2284 cas. Les patients remplissent les hôpitaux. Le Covid-19 ne touche plus que les vulnérables. Même les enfants sont concernés, selon un médecin enquêté sur ce sujet. Quelques-uns développent même la forme grave. Les actions du gouvernement ne sont pourtant pas convaincantes. Cependant, de nombreuses mesures doivent être prises par les autorités pour prévenir et maîtriser cette épidémie. Les centres de santé de base ainsi que les pharmacies doivent être ouverts autant que possible sur tout le territoire pour que tout le monde fasse des consultations dès que possible au moment où chaque citoyen en a besoin, selon le Dr Domouinara Koutenouel, responsable d'un cabinet médical. Les Malagasy sont en danger. Beaucoup s'inquiètent déjà de l'éventualité de fermeture de certaines régions et surtout d'un confinement partiel ou total, notamment pour la région Analamang, qui détient le record des cas recensés. Les citoyens ne supportent plus le retour au confinement, compte tenu de la situation actuelle, a déclaré Rivra Koutvau, ancien président du Sénat.
Jusqu'à présent, la seule solution reconnue pour lutter contre l'épidémie est de se faire vacciner. Cependant, les citoyens hésitent car il n'y a pas suffisamment de sensibilisation et d'informations claires de la part du gouvernement sur les vaccins utilisés dans le pays. Il y a aussi un manque de motivation de leur part. Il reste encore un long chemin à parcourir pour Madagascar dans la lutte contre le coronavirus. Il existe cependant différents moyens pour prévenir la propagation de la maladie, comme le respect de la distanciation sociale ou le port du masque dans les espaces publics, notamment en intérieur lorsque la distanciation physique n'est pas possible, le lavage régulier des mains avec du savon, mais surtout la vaccination.